Monsieur Delaporte, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous étiez venu il y a quelques jours nous parler du congrès du PS. On va parler retraite puisque vous portez le texte pour le Parti Socialiste. Un mot sur les influenceurs parce que vous avez déposé une loi, vous avez défendu une loi sur ou contre les influenceurs. Une loi pour réguler une jungle qui est aujourd'hui celle du monde de l'influence. Parce qu'on constate que, on l'évoquait à l'instant, il y a un certain nombre de publicités qui sont faites par des influenceurs qui sont du grand n'importe quoi. Et donc il s'agit de mettre un peu d'ordre dans tout ça, de définir un statut de l'influenceur, de faire en sorte que ces influenceurs ne puissent pas faire un certain nombre de publicités, notamment de la pub pour des produits pharmaceutiques, des produits de beauté qui ne seraient pas des cosmétiques inoffensifs, ou alors de la pub pour des jeux d'argent, des paris sportifs. Et donc hier, on a voté l'interdiction de tout ça en commission, et j'espère qu'on pourra avancer. Et j'ai annoncé avec un collègue de la majorité, moi je suis de l'opposition, il y a quasi unanimité là-dessus. Déposer une proposition de loi commune sur laquelle le gouvernement va engager la procédure accélérée, et normalement, d'ici la fin de l'année, vous aurez la loi dite Delaporte-Vogetta pour réguler l'influence. C'est les influenceurs que vous visez ou c'est les réseaux sociaux qui, au passage, en profitent Non, c'est plutôt la question de comment les influenceurs ont fait en sorte qu'ils puissent pas faire n'importe quoi. Donc là, c'est vraiment ce sujet spécifique. Derrière, ça aura des incidences plus larges sur la société. Mais voilà, on a aujourd'hui une situation qui est intolérable, des millions de victimes, parce qu'il y a des victimes qui ont, pour certaines, perdu jusqu'à 50 000 euros, c'est-à-dire plus que leurs économies, qui sont dans des situations de détresse totale. Et c'est à elles et à eux qu'on pense d'abord, c'est comment on protège les consommateurs des dérives de l'influence. Alors, moins d'unanimité à la Commission des affaires sociales qui a achevé l'étude du projet de loi sur la réforme des retraites. On n'est pas arrivé au bout des amendements. Deux articles sur 20 étudiés. L'article 7, le fameux article sur le report à 64 ans, n'est pas étudié. Vous avez posté une vidéo très en colère hier où vous êtes dans les couloirs de l'Assemblée nationale. 3 jours pour pas grand-chose, dites-vous. Que s'est-il passé exactement ? Finalement, moi je constate qu'on n'avance pas beaucoup parce que aujourd'hui on nous avait dit on sera prêt par exemple sur l'index senior. Article 2, à évaluer s'il y a besoin de sanctions. Parce qu'on nous dit, aujourd'hui, on fait travailler les gens 2 ans plus tard, mais en même temps, on va faire en sorte qu'on augmente l'emploi des seniors. Et la mesure phare, c'est le fameux index senior. Résultat, on a une journée entière de débat consacrée à cet index senior pour 0 avancée. Et ça, c'est très frustrant parce que vous êtes non seulement contre la réforme, mais vous ne pouvez même pas bouger un iota du texte. Et ça, je trouve que c'est assez déplorable, cette espèce de fermeture totale. Et finalement, on a 2 logiques totalement opposées qui se confrontent, qui se regardent, qui s'observent sans pouvoir véritablement avancer. Parce que la majorité dit qu'il y a surenchère du côté de l'opposition. Frédéric Valletoux, qui porte le travail pour le groupe Horizon, dit que vous vivez dans le mythe de la révolution de la rue. Alors, le mythe de la révolution de la rue, c'est surtout la réalité de l'ensemble des Françaises et des Français qui sont très largement opposés à cette réforme. Donc nous, on est simplement les relais de cette volonté du peuple qui est de dire aujourd'hui, la Première ministre, elle doit retirer sa réforme parce qu'il n'y a pas de soutien populaire. Et c'est aussi simple que ça. Sur l'emploi des seniors, que proposiez-vous ? Qu'on punisse, qu'on sanctionne les entreprises qui licencient ? Et d'ailleurs, c'est ce que disait à demi-mot le gouvernement. Il disait, on pourra essayer d'envisager qu'il y ait quelques sanctions. Aujourd'hui, on a un dispositif qui ne sert à rien. C'est une espèce d'usine à gaz avec des données qui, pour la plupart, existent déjà. Et on dit, on va demander aux entreprises de publier un index. Publier un index, c'est absolument pas contraignant. Donc nous, on dit... Ça désigne quand même, ça fait honte aux entreprises. Sauf qu'en fait, les modalités de publication, elles sont très relatives, les sanctions, elles n'existent pas. Donc en fait, il n'y aura pas d'efficacité. Aujourd'hui, pourquoi ça marche un peu avec l'index sur l'égalité femmes-hommes ? C'est parce qu'il y a des sanctions. Donc nous, on dit, mettons en place des sanctions. On a passé, je dis, mardi, plusieurs heures, mais dans le vide, parce que la majorité ne nous écoute pas. Hier, on avait une autre thématique, c'était les financements alternatifs. C'est quelque chose qui est important parce que nous, on dit on n'a pas besoin de la retraite à 64 ans parce qu'on peut financer autrement un déficit ponctuel. Résultat, on a dit, vous avez ces pistes-là. Par exemple, des exonérations de cotisations pour les entreprises dont certaines n'en ont pas besoin. On dit on peut revenir en arrière sur un certain nombre d'exonérations. Réponse de la majorité, circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas l'enjeu. Parce que ça casserait la mécanique de l'emploi, c'est la réponse de la majorité. Mais vous savez ce que disent la plupart des rapports sur notamment les exonérations de cotisations pour les entreprises. Il y a au total 150 milliards d'euros d'économies qui sont faites sur ces cotisations. On dit, nous, franchement, on peut revenir en arrière sur une partie. Mais finalement, la majorité, elle est bornée. Donc on a finalement 2 camps qui dialoguent, mais ne s'écoutent pas, ne s'entendent pas. Et je trouve que c'est assez dommage d'être confronté à cette attitude. Dans ces conditions, le texte arrive en hémicycle lundi. Impossible d'imaginer un vote avant le 17 février. Écoutez, seul l'avenir nous le dira. Mais en effet, moi, je suis assez peu optimiste. J'espère qu'on pourra avancer aussi vite qu'on peut.
Je dis simplement que nous déposons un certain nombre d'amendements, le groupe socialiste, l'ensemble des groupes de gauche. Bah, ça fait 6 000 au total. C'est peut-être aussi parce qu'il y en a trop que ça coince. Il y en avait 21 000 en 2020. Et ça s'est n'avait terminé pas- par un 49.3. Oui, ça s'est terminé par un 49.3, mais on en avait examiné beaucoup plus. Notamment, on avait fait 3 semaines en commission des affaires sociales, là c'était 3 jours. Donc vous voyez, le calendrier d'examen n'est pas tout à fait le même. Je pense qu'on aurait pu prendre le temps, aller au bout des débats, mais on se réserve la possibilité d'en défendre par bloc. Par exemple, moi j'avais une série d'une vingtaine d'amendements avec différents corps qu'on proposait de consulter pour pouvoir les intégrer. Bon, on les défend en bloc, ça fait 20 amendements en 3 minutes. Bon, je suis désolé, mais ça, c'est des attitudes responsables où on essaie d'avoir un certain nombre de modifications. Ça sera pareil en séance. On pourra défendre en bloc des amendements. C'est pas le nombre qui compte, finalement, c'est notre capacité à faire avancer les débats et surtout à vouloir aller dans le fond du texte et à mettre aussi la majorité face à ces contradictions. La gauche avait envisagé une motion référendaire pour essayer d'entraîner la réforme vers un référendum. Vous abandonnez ? On n'abandonne pas, mais c'est juste qu'on a eu une petite divergence avec la majorité. On a déposé cette motion référendaire avec 98 signatures. On a eu une première conférence des présidents qui a dit c'est bon, on a une motion référendaire de déposer. La semaine suivante, le Rassemblement national a déposé une motion référendaire. Nouvelle réunion de la conférence des présidents, et là, la majorité présidentielle s'allie avec le Rassemblement national pour dire on va faire un tirage au sort. Et nous, on dit attendez, on était les premiers à avoir déposé, vous auriez dû prendre la nôtre, et surtout, on est les plus nombreux. Et finalement, résultat des courses, la majorité s'allie avec le RN, fait un tirage au sort, et c'est le RN qui l'emporte. Et ça, ce type de règles, ce type de choix, on les conteste, comme on avait contesté la désignation de vice-président Rassemblement national lors de l'élection en juin dernier, avec cette alliance macroniste-RN. Pour nous, c'est assez surprenant. Alors, il y aura aussi la contestation dans la rue qui va continuer contre cette réforme. Grève le 7 février. Est-ce que vous encouragez la grève à se répéter le lendemain, comme le souhaite une partie des syndicats, par exemple la CGT ou Sudrail ? Écoutez, moi, je n'ai pas à me substituer aux formations syndicales et aux organisations qui décident de leur propre agenda. Mais vous avez peut-être besoin de ce soutien répété dans la rue pendant votre combat à l'Assemblée. Ce qui est sûr, c'est que ce soutien, cette manifestation, par exemple, de mardi dernier, massive, plus importante encore que la fois précédente, elle nous pousse, elle nous porte et elle fait trembler le gouvernement. Et je peux vous dire que mardi soir, les membres de la majorité, ils préféraient éviter d'évoquer le nombre de manifestants dans la rue parce qu'ils savent que cela joue contre eux. Ils savent que dans leur circonscription, leurs électeurs sont hostiles à cette réforme et ils préféreraient en avoir fini le plus tôt possible pour ne pas avoir justement à se justifier devant les Françaises et les Français. Mais nous sommes là et nous serons là aussi en séance pour leur rappeler pourquoi nous sommes opposés et les mettre face à leurs contradictions. Ce que j'ai fait hier avec la rapporteure du projet, Stéphanie Rist, sur la question de la pénibilité. Moi, je lui dis, écoutez, aujourd'hui, moi, je connais Angelica, elle a le dos brisé. Elle a même pas 50 ans. Elle peut pas aller jusqu'à 67 ans. Elle me dit, mais nous, on va mettre en place un compte de prévention pour qu'elle puisse aller chez le médecin et pouvoir travailler jusqu'à 64 ans. Mais en fait, il y a cette espèce d'incompréhension entre le monde théorique de la prévention et le monde réel de la pénibilité qui impose de prendre sa retraite plus tôt. Mais aujourd'hui, on nie à Angelica cette possibilité-là, à Angelica et toutes les aides à domicile auxquelles je pense, parce que c'est des métiers pénibles. Aujourd'hui, on ne leur reconnaît pas la possibilité de partir en retraite plus tôt, et c'est dramatique. Il y aura peut-être une clause de revoyure sur cette réforme, quel que soit le texte adopté. En 2028, on regarde où sont les comptes et on voit ce qu'il faut corriger. Ça, c'est une chance pour le PS de faire passer à la présidentielle de 2027 son projet. Je peux vous dire que ça sera le minimum. Mais le minimum, c'est de ne pas avoir une réforme qui a un impact et qui est, on va dire, un effet cliquet sur lequel on ne peut pas revenir. Aujourd'hui, malheureusement, les 64 ans, ça va s'appliquer dès 2023 et les premières générations qui vont perdre, c'est les générations qui vont prendre leur retraite dans les 5 à 10 ans. On ne pourra plus l'annuler après. Donc en fait, on va sacrifier une génération entière, celle qui a aujourd'hui entre 50 et 62 ans, et c'est elle qui va payer plein pot. Et donc déjà en 2028, on sera quasiment trop tard parce qu'on aura déjà toutes ces personnes qui auraient dû et pu bénéficier d'une retraite plus tôt qui seront pour une partie déjà mortes. Le gouvernement ouvre un autre débat. Il dit on va travailler sur la semaine de 4 jours, sur le monde du travail pour aérer tout ça. C'est une bonne piste. Et je dis, ça c'est un débat auquel évidemment nous sommes prêts à participer. Moi je suis pour la valeur du travail, mais un travail de qualité, un travail qui ne broie pas les corps et un travail qui est bien rémunéré. Mais ça, ce débat-là, nous essayons de le porter depuis juillet dernier. Quand on disait il faut un travail bien payé, on nous répondait circuler, rien à voir. Quand on nous dit il faut travailler dans de meilleures conditions, on nous dit c'est pas le sujet c'est de faire en sorte que quand on est au chômage, on ait moins de droits. Quand on dit il faut pouvoir travailler en bonne santé, on nous dit vous allez
partir à la retraite à 64 ans. Donc la vie au travail en bonne santé, ce n'est pas la priorité du gouvernement. Et derrière, on essaie d'allumer des contre-feux, cette espèce de semaine de 4 jours. Et nous sommes pour la réduction du temps de travail au Parti socialiste, les 35 heures par exemple, mais on a des membres de la majorité qui viennent encore une fois alimenter cette espèce de mythe de la gauche et notamment des socialistes anti-travail. Bref, moi je dis... le droit à la paresse, c'était aussi la gauche, c'était les Verts. Donc... Le droit à la paresse, c'est une expression qui a été employée par Sandrine Rousseau. Lafargue au 19e siècle, oui, qui a été reprise par Sandrine Rousseau, qui fait partie finalement de l'identité, on va dire, de la gauche, qui est le droit au repos. Derrière, il y a le côté un peu caricatural du mot paresse, mais nous on reconnaît que quand on travaille, on a le droit au repos, au loisir, quand on a des horaires régulés 35 heures, et puis au repos après le travail, c'est-à-dire au moment de la retraite. Malheureusement, pour le gouvernement, apparemment, c'est pas un sujet. Un mot du Parti socialiste. Bernard Cazeneuve annonce dans Le Point qu'il va, à la suite de son manifeste pour une gauche républicaine et social-démocrate, lancer un mouvement. Comment accueillez-vous cette nouvelle ? Écoutez, le dernier qui avait lancé un mouvement, il s'appelait Emmanuel Macron. On a vu ce que ça a donné. Moi, je ne crois pas beaucoup au mouvement. Je crois aux partis politiques, aux organisations politiques, à leur histoire. Et c'est aussi pour ça que je suis et que je reste au Parti socialiste. Bah oui, mais il dit le PS, il a 3 têtes. On ne voit pas trop où il va. La stratégie du PS à l'égard de la NUPES, c'est flou. Vous pouvez le rassurer ? Pour moi, elle est très claire. La stratégie du PS est celle qu'elle a toujours eue depuis Mitterrand et Jaurès avant. C'est celle de l'union de la gauche et de la conquête du pouvoir pour transformer la société. La tête du PS, elle s'appelle Olivier Faure. Sa victoire a été reconnue par les 2 nouveaux premiers secrétaires nationaux délégués que sont Johanna Rolland, la maire de Nantes, et Nicolas Maillot-Rossignol, le maire de Rouen. Ça peut tenir, ça, au-delà des européennes ? On a l'impression que c'est juste un accord de paix pour pas qu'il y ait trop de troubles. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est un accord qui a vocation à pacifier les relations qui ont été relativement tendues ces dernières semaines. Mais moi, j'ai bon espoir que nous soyons en capacité de travailler en bonne intelligence et surtout rassemblés. Parce que voilà, on a une ligne, elle a été tranchée par le Congrès. Le rapport d'activité de la direction sortante a été adopté très majoritairement. Ce rapport, c'est aussi celui de la ligne qui a été conduite par Olivier Faure, celle du Rassemblement et de la NUPES. Et je peux vous dire qu'à l'Assemblée nationale, la NUPES, c'est utile. Quand on se serre les coudes dans l'hémicycle ou en séance ou en commission, comme hier soir, sur la bataille des retraites, c'est bien d'être plusieurs et pas simplement d'être les socialistes seuls. Avec l'objectif quand même que dans cette union de la gauche future, les socialistes redeviennent dominants comme ils l'ont été sous Mitterrand, Jospin, Blum, etc. Mais je ne vais pas vous dire le contraire. Moi, je défends quelque chose auquel je crois, le socialisme, sa force, son histoire et son avenir. Donc j'ai toujours espoir que ma formation soit la plus sérieuse, la plus crédible et celle qui soit en capacité de rassembler au-delà du simple bloc de la coalition électorale que nous avons formée en juin dernier. Voilà, je pense que le PS a des ressources, a des talents et demain nous les porterons dans les élections futures. Alors Bernard Cazeneuve a incarné la lutte antiterroriste. Aujourd'hui, l'Iran menace des personnalités, menace Radio J. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Écoutez, déjà, je tiens à m'arrêter sur ce point. Je vais exprimer mon entière solidarité avec la radio, avec ses personnels, et surtout ma condamnation ferme de cette liste qui a été publiée il y a quelques jours maintenant par le ministère des Affaires étrangères iranien, qui place Radio J en numéro 1 sur la liste des organisations à sanctionner dans cette période. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aujourd'hui menacer de telle manière une radio parce que c'est attentatoire à la liberté d'expression, et puis Radio J en particulier, parce qu'évidemment, il y a un caractère antisémite derrière tout ça. C'est absolument condamnable, et donc je voulais témoigner de ma solidarité, de la nécessité de mettre en œuvre les moyens de protection adéquats pour protéger la radio. Voilà, et donc, de manière plus large, pour Bernard Cazeneuve, je salue son bilan. Les socialistes ont toujours été fermes sur la question de l'antisémitisme, et il faut vous protéger. Arthur Delaporte, merci, bonne journée. Merci. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain, 7h45, votre invité sera Astrid Panosyan-Bouvet, députée Renaissance de Paris.